Elle n'a même pas levé les yeux en le disant. Je garde la maison au bord du lac après le divorce. De toute façon, elle est pratiquement à moi. Sa voix était désinvolte, comme si elle s'appropriait les restes. Mais j'ai perçu le message sous-jacent. Tu n'es rien sans moi. Elle n'a pas remarqué ma main se crisper sur la tasse de café. Elle n'a pas remarqué le léger sourire sur mon visage. Elle pensait que j'étais paralysé par la stupeur. Elle ignorait que l'acte de propriété de cette maison, notre maison, avait déjà été transféré à une fiducie familiale et que cette fiducie ne désignait qu'un seul bénéficiaire. Moi. Nous avons acheté la maison au bord du lac il y a 5 ans, à une époque où l'amour se résumait encore au café du matin et au rire du soir. Elle l'appelait la maison de ses rêves. Elle marchait pieds nus sur le ponton, un verre de vin à la main, disant que c'était un sentiment de liberté. Je la croyais. À l'époque, je croyais tout ce qu'elle disait. Elle m'avait dit qu'elle adorait l'odeur du cèdre, alors je lui avais construit une terrasse en bois. Elle disait vouloir un endroit pour se créer des souvenirs. Elle n'avait pas dit vouloir un endroit pour les cacher. La première fissure apparut un soir d'été, lorsqu'elle annonça qu'elle rendrait visite à sa sœur en ville. Son parfum était différent ce soir-là, plus capiteux, plus affirmé. Son sourire s'attarda un peu trop longtemps sur le seuil. 2 mois plus tard, je vis le premier message. Il ne m'était pas destiné. Il est trop naïf. La maison au bord du lac sera à moi une fois que tout sera fini. Elle l'avait envoyé à sa sœur. Sa sœur, qui m'avait toujours adressé un sourire trop poli, comme si elle détenait un secret. Je ne l'ai pas confrontée. Pas encore. L'émotion est une arme. Celui qui s'en sert en premier perd généralement. Alors, j'ai commencé à tout documenter discrètement, patiemment. J'ai trouvé le 2e téléphone caché dans sa voiture. J'ai fait des copies de ses relevés bancaires. J'ai parlé à l'avocat de ma famille, un vieil ami de mon père qui me devait plus d'une faveur. Lorsqu'elle a envoyé un SMS à sa sœur pour lui parler de la maison au bord du lac, les papiers étaient déjà en règle. Le titre de propriété avait déjà été transféré. La fiducie avait déjà été enregistrée. Je l'avais signée 2 semaines plus tôt, juste avant qu'elle ne demande le divorce. Le timing, c'était crucial. Elle ignorait que j'avais trouvé ses emails avec son avocat. Elle ignorait que je savais qu'elle comptait bloquer mes comptes professionnels, se faire passer pour la victime au tribunal et soutirer le maximum de sympathie possible. Alors, je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné. J'ai même laissé son avocat croire que la maison au bord du lac était toujours un bien commun. Puis est arrivé l'appel. Mon avocat m'a raconté plus tard que le sien avait hurlé au téléphone, m'accusant de dissimuler des biens, menaçant de faire appel à des experts comptables. Mon avocat, que Dieu le bénisse, lui a simplement dit de vérifier les délais légaux. Le transfert de propriété était daté et enregistré avant le dépôt de la demande de divorce. Parfaitement légal, incontestable. Le silence. Puis, ce que mon avocat a décrit comme un soupir de défaite. Ce soir-là, elle est venue me parler. Elle voulait paraître raisonnable, calme, le genre de femme avec laquelle un juge pourrait avoir de la compassion. Elle portait le même parfum que ce soir-là, des mois auparavant, celui qui m'avait tout révélé. Nous étions assis face à face dans le salon. Elle croisa les jambes, son bracelet de diamant scintillant à la lueur du feu. « Écoute, dit-elle, on peut s'arranger pour la maison. Je ne suis pas déraisonnable. » Je la laissai parler. Elle énuméra des conditions, des exigences, des demi-vérités présentées comme des compromis. Quand elle eut fini, je lui tendis un dossier. À l'intérieur, les documents de fiducie, l'acte de transfert notarié, le registre foncier tamponné. Son visage se décomposa. J'observai l'instant précis où elle réalisa ce qu'elle avait perdu, non seulement la maison, mais aussi l'ascendant. Elle feuilleta les pages d'une main tremblante, la voix brisée. « Tu ne peux pas faire ça. C'est un bien commun. » « C'était, dis-je doucement. Plus maintenant. » Elle me regarda comme si je lui étais inconnu. Peut-être avait-elle raison. Son avocat déposa requête sur requête, mais c'était déjà trop tard. La chronologie était trop parfaite, le dossier juridique trop impeccable. Chaque date, chaque signature, irréprochable. Au final, elle a obtenu ce qu'elle désirait le plus, l'attention du tribunal, de sa sœur, des ragots qu'elle croyait contrôler. Et moi, j'ai eu droit au silence, celui qui suit la tempête. Quand tout le superflu a disparu, il m'arrive de me rendre seul à la maison au bord du lac. L'air y est différent, plus léger, plus de parfum, plus de faux-semblants. Le ponton craque sous mes pieds comme lorsqu'elle dansait pieds nus au coucher du soleil. J'entends presque son rire. Presque, il y a une paix tranquille à savoir que je n'ai pas eu à crier pour gagner. Je n'ai pas eu à démasquer ses mensonges ni à détruire sa réputation.
Il m'a suffi de la laisser croire qu'elle avait une longueur d'avance, tandis que je déplaçais discrètement la planche sous ses pieds. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle murmure à travers des documents signés et des timbres datés. Parfois, elle vit dans une maison au bord du lac, attendant votre retour.